Il y a des amours qui sauvent et d'autres qui détruisent avec la même douceur qu'un baiser. Marc avait cru, sincèrement, appartenir à la première catégorie. Il l'avait rencontrée par hasard, un soir de pluie, devant une galerie d'art où il s'était réfugié pour échapper à un orage. Elle s'appelait Inès, et son visage avait cette lumière que l'on ne trouve que dans les tableaux de Vermeer, calme, presque irréel. Elle portait un manteau beige et un regard profond, fait de mystère et de promesses. Ils avaient parlé de tout et de rien, de littérature, de voyage, de la pluie, du silence. Ce soir-là, il s'était dit qu'il venait de croiser la femme, qu'il attendait sans même le savoir. Inès avait ce don rare de faire croire à un homme qu'il ait enfin compris. Et Marc, orphelin d'une mère aimante et fils unique d'un père richissime mais distant, avait trouvé en elle ce mélange de tendresse et de mystère qui comblait les trous de son passé. Leur histoire avait commencé avec une douceur presque irréelle. Inès était entrée dans la vie de Marc comme une évidence. Elle riait à ses maladresses, s'émouvait de ses attentions et savait toujours dire la phrase qu'il fallait, au moment juste. En quelques semaines, elle avait transformé son appartement impersonnel en un lieu chaleureux, vivant, habité. Marc, héritier d'une grande entreprise familiale, se sentait pour la première fois aimé pour ce qu'il était, non pour ce qu'il possédait. Il n'avait jamais cherché à lui cacher sa fortune, mais Inès semblait s'en moquer. Elle préférait les promenades en bord de Seine aux soirées mondaines, les films d'auteur aux galas de charité. Tout en elle semblait authentique, simple, presque fragile. Et Marc, aveuglé par cet amour, n'avait pas remarqué les ombres dans son regard, les silences calculés, ni les messages qu'elle effaçait trop vite sur son téléphone. Le mariage avait été célébré 1 an plus tard, dans un petit domaine en Provence. Les invités, triés sur le volet, avaient salué la beauté d'Inès et la chance de Marc. Son père, affaibli par la maladie, lui avait glissé à l'oreille. « Protège-toi, mon fils. L'amour, parfois, est un contrat qu'on signe sans lire les clauses. » Marc avait ri, croyant à une simple métaphore paternelle. Il ne savait pas que ces mots résonneraient un jour comme une prophétie. Les premiers mois de mariage furent parfaits. Inès s'occupait de lui avec dévotion, s'impliquait dans ses affaires, l'accompagnait dans ses déplacements et lui parlait d'avenir, d'enfants, de stabilité. Mais quelque chose, peu à peu, changea. Des absences, des excuses vagues, des nuits passées à réfléchir dans la chambre d'amis. Marc mettait cela sur le compte du stress, du quotidien. Il voulait y croire. Jusqu'à ce matin d'automne où le monde commença à se fissurer, ce fut un détail, comme souvent dans les tragédies. Une enveloppe posée sur le bureau, adressée à Inès, venue d'un cabinet d'avocats à son nom de jeune fille. Par curiosité ou intuition, Marc l'ouvrit. Il y découvrit une clause de contrat de mariage, modifiée après la signature, stipulant qu'en cas de décès de Marc, Inès hériterait non pas d'une part symbolique, mais de la totalité des biens, y compris les actions de la société familiale. Une panique glacée lui traversa le corps. Il chercha à comprendre, relut, appela son notaire, qui confirma que le changement avait été validé par Inès avec autorisation de procuration. Une procuration qu'il n'avait jamais signée. Il voulut se convaincre d'une erreur, d'un malentendu. Mais au fond, il savait, quelque chose lui échappait. Et ce quelque chose portait le nom de sa femme. Les jours suivants furent une lente descente dans l'incrédulité. Marc observait Inès avec un regard neuf, et tout ce qu'il croyait tendre ou sincère prenait soudain une autre couleur. Ses gestes, si doux, semblaient calculés. Ses sourires, mécaniques. Ses mots, appris. Il découvrit qu'elle avait un autre téléphone, qu'elle recevait des virements réguliers d'un compte inconnu. Il engagea un détective privé acte qu'il aurait autrefois trouvé indigne, mais la peur de la trahison fait de tout homme un enquêteur. Le rapport arriva 3 semaines plus tard. Il disait peu, mais assez. Avant lui, Inès avait été fiancée à un homme d'affaires ruiné après un divorce suspect. Elle avait aussi vécu sous plusieurs noms. Elle changeait de visage comme d'adresse, et depuis quelques mois, elle rencontrait régulièrement un avocat nommé Renaud Dupré, un nom que Marc connaissait bien.
C'était celui de son propre conseiller juridique. Le monde s'écroula. Tout devenait clair, brutalement. Inès n'était pas un hasard, mais une stratégie. Elle s'était infiltrée dans sa vie avec précision, avait conquis son cœur, puis sa confiance, puis ses comptes. Et Renaud, son homme de loi, était son complice. Marc ne dit rien. Il continua à jouer son rôle de mari aimant, observant, attendant. Une nuit, il la suivit. Elle monta dans une voiture noire et il reconnut la silhouette de Renaud derrière le volant. Ils se rendirent dans une villa en périphérie de Paris. Là, à travers la fenêtre, il les vit s'embrasser. Longtemps, lentement, comme elle l'avait embrassé, lui, le premier soir. Le monde devint silencieux, comme si le son s'était éteint. Marc resta là, sous la pluie, les poings serrés, incapable de pleurer. Ce soir-là, il comprit que tout ce qu'il avait cru vivre n'avait été qu'une mise en scène, et que l'amour, parfois, tue plus sûrement que le poison. Les semaines suivantes furent irréelles. Marc ne dormait plus. Il errait dans sa propre maison comme un fantôme, guettant le moindre signe, la moindre trace de sincérité. Mais il n'y avait rien, juste le vide derrière les sourires. Son père mourut peu après, et Inès organisa des funérailles parfaites. Tout le monde la félicita pour sa dignité, sa force, son élégance. Elle pleurait sans larmes, mais avec un art du geste qui touchait les cœurs. Marc, lui, resta muet. Il hérita officiellement de tout. Et Inès, désormais, avait légalement accès à tout. Quelques jours après l'enterrement, Renaud Dupré revint dans la maison, sous prétexte de formalité. Marc ne dit rien. Il les laissa dans le bureau, seuls. Quand il revint, ils s'étaient rapprochés, mains jointes. Inès le regarda sans ciller. Et pour la première fois, elle parla sans masque. « Tu n'étais qu'un passage, Marc. Ne le prends pas personnellement. » Ce fut la phrase la plus honnête qu'elle ait jamais prononcée. La chute fut rapide. Quelques mois plus tard, les comptes de l'entreprise furent vidés. Les parts transférées à une société écran. Marc fut accusé de malversation, trahi par les documents qu'il avait signés, manipulés par Renaud. Les journaux parlèrent d'un héritier imprudent, d'un homme dépassé. Inès disparut du pays avant que la justice ne s'en mêle. Elle vendit leurs biens, leurs souvenirs, même la maison où ils s'étaient mariés. Marc tenta de résister, mais tout s'effondra. Fortune, réputation, amis. Il se retrouva seul, dans un petit appartement, sans rien. Certains disaient qu'il avait perdu la tête, d'autres qu'il cherchait encore Inès, quelque part. Mais la vérité, c'est qu'il ne la cherchait plus. Il voulait seulement comprendre comment l'amour avait pu se transformer en piège aussi parfait. Un soir d'hiver, il reçut une lettre, sans expéditeur. Une simple feuille écrite de la main d'Inès. « Je n'ai jamais su t'aimer, mais parfois j'aurais voulu pouvoir. » Aucune signature. Juste cette phrase. Il l'a lue des dizaines de fois. Il aurait pu la haïr. Il aurait pu la dénoncer. Mais il ne fit rien. Il brûla la lettre, regarda les flammes danser et comprit enfin que certaines vérités ne servent à rien une fois qu'elles éclatent. L'amour, pensa-t-il, est un poison lent qui se fait passer pour un remède. Il ferma les yeux. Le silence était doux, presque apaisant. Quelques semaines plus tard, on le retrouva sans vie, assis dans son fauteuil, un verre à la main. Sur la table, une photo d'eux deux, lors du mariage. Inès souriait, radieuse. Marc aussi. Sur le dos de la photo, il avait écrit « Je t'ai aimé pour deux. C'était ma seule erreur. » Et dans ce silence, quelque part, on aurait pu jurer entendre la pluie tomber, comme ce premier soir, celui où tout avait commencé. Quelques jours avant sa mort, Marc avait repris l'habitude d'écrire. Des carnets entiers remplis de phrases inachevées, de souvenirs fragmentés, d'excuses qu'il ne devait à personne. Il notait les dates, les lieux, les parfums, comme pour donner du sens à une histoire qui n'en avait plus. Ses voisins le voyaient sortir chaque matin avec le même manteau, marcher sans but dans les rues grises de la ville. Il s'arrêtait souvent devant les vitrines de bijouterie, non pour acheter, mais pour se souvenir du jour où il lui avait offert une bague,
celle qu'elle avait laissée sur la table avant de partir. Il ne parlait plus à personne. Son regard semblait fixé sur un passé qu'il ne parvenait pas à quitter. Une nuit, il alla jusqu'à l'ancienne maison familiale, désormais vide. Les murs portaient encore l'écho de leur rire. Il entra par la porte de service, s'assit dans le salon et resta là des heures, entouré par les fantômes de sa vie d'avant. Au petit matin, il grava sur le bois du bureau « Tout ce que j'ai possédé m'a été pris, sauf ce que j'ai ressenti ». Puis il s'endormit, paisiblement, comme si tout était enfin terminé. Lorsque la police le découvrit, un rayon de lumière traversait la pièce. Sur la cheminée trônait un vieux cadre. Derrière la photo d'Inès, quelqu'un avait glissé une lettre jamais ouverte. Elle était signée de son père. « Si tu lis ces mots, c'est que tu as perdu ce que tu croyais éternel. Mais souviens-toi, mon fils, la richesse ne protège pas du mensonge, seul le discernement le peut. » Cette phrase, personne ne sut jamais si Marc l'avait lue avant de mourir. Mais ceux qui virent son visage dirent qu'il avait l'air calme, presque heureux, comme un homme qui, après avoir traversé la tempête, accepte enfin de sombrer. Dehors, la pluie tombait, exactement comme le soir de leur rencontre. Et dans le silence de cette dernière aube, on aurait juré que le monde lui-même pleurait la fin d'un amour qui n'avait jamais vraiment existé.